Bonjour à tous. Merci aux organisateurs du Forum de l'âme de m'avoir invité et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous sur la question de la spiritualité de l'être humain. Donc, comme l'a dit Céline, je vais baser tout ce que je vais dire là sur mon expérience en tant que pédagogue de la pédagogie Waldorf, Steiner-Waldorf. Et il faut savoir que la pédagogie Steiner-Waldorf, elle a fêté ses 100 ans en octobre dernier, qu'elle est présente dans 70 pays dans le monde entier et qu'elle scolarise 250 000 enfants. Et une cinquantaine d'enfants ici, à Chambéry-Challes-les-Eaux, dans une petite école qui s'appelle les 4 Saisons. Elle a été fondée en 1919 par Rudolf Steiner et elle continue donc d'œuvrer partout dans le monde. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de médecins ou de thérapeutes ici dans la salle, mais moi je ne suis ni médecin ni thérapeute, je suis juste pédagogue. Et ce que je vais tenter de vous montrer, c'est que cette pédagogie, en fait, elle base tout son travail sur une observation très fine de l'enfant et elle tente d'équilibrer les 3 phases, les 3 constituants de l'être humain qui sont le pôle volonté, le pôle sentiment et le pôle pensée. Dans cette expérience que je continue d'avoir avec la pédagogie d'urgence, eh bien, on s'adresse à des enfants qui font partie des pays les plus pauvres de la planète et on sent qu'ils ont besoin de tout. Et en même temps, c'est une expérience très intéressante pour quelqu'un qui travaille dans les pays occidentaux, c'est de voir aussi que ces enfants, ils ont encore quelque chose que nos enfants ont perdu. Et c'est pas la peine d'aller si loin pour s'apercevoir en fait que l'enfance est menacée de toutes parts et jusque dans nos pays où on pourrait dire qu'on a tout ce qu'il faut. Et le nombre d'enfants qui souffrent de différentes pathologies ne cesse d'augmenter. Les enfants souffrent aujourd'hui de problèmes d'allergie, de problèmes liés à la nourriture, boulimie, anorexie, obésité, des problèmes de maintien, des problèmes de dépendance aux écrans ou à d'autres substances, des problèmes d'insomnie, toutes ces pathologies qui viennent jusqu'à nous et on peut se demander d'où est-ce qu'elles viennent. Et d'autre part, on a beaucoup d'incertitudes pour savoir comment aborder ces questions-là. Et en même temps, on sait que les enfants qui ont une éducation qui répondent à leurs besoins profonds, eh bien, c'est une éducation qui peut permettre aux enfants de trouver leur voie dans la vie. Comment faire en sorte que l'enfant qui grandit puisse un jour devenir un être bien dans son corps, bien dans sa tête, qui soit capable d'initiative, d'imagination, qui soit capable de travailler avec les autres, et tout ça à partir d'une pensée autonome et d'un jugement libre. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder donc cette enfance par période de 3 ans à chaque fois. Donc on va commencer par le tout petit qui vient de naître. Ce tout petit, il est complètement ouvert au monde environnant. Il est dans une confiance absolue dans les êtres et le monde qui l'entoure. Il fait des expériences avec ses sens. Il perçoit le monde en le rencontrant et toutes ces expériences, toutes ces perceptions avec ses sens, le modèle, structure son corps et son psychisme
à chaque fois qu'il rencontre ce monde. Il saisit les objets, il les porte à sa bouche, il les sent, il les goûte, il les regarde, il les touche et plus tard, il va les comprendre. Il passe du concret à l'abstrait. Et à l'intérieur de lui, des forces sont actives qui modèlent ses organes. Tout est encore à l'état de germe quand l'enfant vient au monde. Et là, pendant cette période très intense dans les 3 premières années, mais jusqu'à l'âge de 6-7 ans, eh bien, ces forces modèlent les organes et leur donnent une forme. L'enfant va lutter dès le début contre la pesanteur et il va mobiliser toutes ses forces de volonté pour aller à l'encontre de cette force de pesanteur qui le tire vers le bas. Et en fait, il va se redresser sa tête et puis prendre appui sur ce qui l'entoure pour se tourner, pour ramper, pour marcher à 4 pattes, pour se redresser avec toute cette force sur les objets qui l'entourent. Et puis, c'est le jour miracle où l'enfant fait ses premiers pas et on peut voir sur son visage la joie, dans ses yeux, la joie de découvrir cette liberté, d'élargir son champ d'expérience. Et non seulement il a la joie de pouvoir se déplacer, mais il a aussi acquis une autre liberté qui est celle de pouvoir se servir de ses mains. Il a libéré ses mains du fait qu'il était au départ à 4 pattes et que maintenant, il peut saisir les objets, les emmener d'un endroit à l'autre. Et cette motricité globale qui se développe, eh bien, peu à peu, elle va se développer en parallèle avec la mobilité fine, cette mobilité fine qui va permettre aux synapses de se connecter et qui va développer parallèlement le cerveau. Les scientifiques savent aujourd'hui que plus l'enfant a d'expériences sensorielles et plus vite il va apprendre à marcher et plus vite il va apprendre à parler. D'autre part, plus il a d'expériences sensorielles et une perception riche avec le monde, et mieux ses synapses vont pouvoir se développer. L'enfant fait un avec le monde et il a besoin d'une attention particulière. Qu'est-ce que l'adulte, qu'est-ce que le parent, l'éducateur peuvent faire pour soutenir cette première phase de l'enfance tellement importante où il acquiert la marche, où il acquiert le langage et avec ce langage où il fait une relation entre les expériences et il développe sa pensée. Eh bien, ce dont il a le plus besoin, c'est d'un entourage chaleureux et protecteur. Il a besoin de bons modèles parce que le principal de son développement, le principal de son apprentissage se fait par l'imitation. Et l'enfant n'imite pas seulement les faits et gestes des adultes, mais il imite aussi leur psychisme. Et le fait d'accompagner un enfant, on se rend compte que on a besoin d'être digne d'être imité. Digne d'être imité, ça veut dire que l'adulte doit faire un travail sur lui-même à chaque instant. Aucune de ces facultés n'est innée. Elle s'acquiert au prix d'efforts inlassables. Et on sent que cette volonté qui est à l'intérieur de l'enfant est très très puissante. Bien sûr, elle va se poursuivre au cours de la vie, mais c'est l'âge où elle est la plus mobile et la plus présente.
Et puis, vers l'âge de 3 ans, l'enfant arrive au moment où il peut rentrer dans la collectivité. Par l'acquisition du langage, il est devenu un être social. Vous me direz, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la collectivité avant l'âge de 3 ans. Mais ça, c'est la société qui le veut. Au fond, l'enfant, il n'a pas besoin de rentrer dans le groupe avant l'âge de 3 ans. La fratrie, un tout petit groupe d'enfants, ça lui suffit amplement. Il a besoin d'élargir son champ d'expérience petit à petit et ne pas être précipité trop rapidement dans un monde qui n'est pas encore le sien. C'est l'âge d'entrer au jardin d'enfants dans une école Waldorf. Un jardin d'enfants est constitué d'un groupe d'âge mélangé, entre 3 et 6 ans. Et les grands montrent aux petits comment faire, ils s'occupent des petits, et les petits regardent et admirent et imitent les grands. C'est un espace qui est un espace dédié aux jeux et aux activités manuelles et artistiques. Il n'y a aucun pré-apprentissage scolaire dans les jardins d'enfants Waldorf. Pour quelle raison ? Eh bien justement, pour que les forces dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont actives à l'intérieur de l'être, qui modèlent les organes, pour que ces forces, eh bien, on n'en prive pas les enfants. Parce que ces mêmes forces vont se métamorphoser et elles vont devenir des forces de représentation. Et ces forces de représentation, on en aura besoin à l'âge scolaire. Donc, laissons le temps aux enfants de constituer leur corps. Toutes les activités qui sont en lien avec la nature permettent évidemment un enrichissement important. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Les chansons, les rondes, les histoires qui permettent le développement de l'imagination. Les jeux de doigts qui permettent la motricité fine. Les jeux de marionnettes. Tout ce qui est rythmique et soutient ces forces de vitalité. Donc, dans le jardin d'enfants, on propose aux enfants un rythme très précis, parce que l'enfant n'a pas encore de lien au temps, à la temporalité. Pour lui, il est encore un peu dans une temporalité de l'éternité, on pourrait dire. Et la temporalité du conte, il était une fois. Il y a beaucoup de petits-enfants qui disent « Mais en fait, on est le matin ou l'après-midi là ?» Et le fait de vivre avec les saisons, de fêter les fêtes de l'année, eh bien, ça permet à l'enfant de rentrer petit à petit dans cette temporalité, mais non une temporalité qui n'est pas abstraite avec une montre, mais une temporalité qui est visible par cette nature qui change au fil des saisons. L'espace qui est le plus important au jardin d'enfants, c'est l'espace du jeu libre. Le jeu libre permet à l'enfant de développer son imagination et de rentrer en contact avec les autres, d'élaborer ensemble des idées de construction. Et ce qui est très important pour soutenir cette imagination, eh bien, c'est de proposer des jouets qui soient les plus simples possibles. En général avec des matériaux nobles et qui permettent à l'enfant de développer cette imagination. Je me répète un peu, mais un bâton qui peut être à la fois une rame, qui peut être à la fois un porte-drapeau, qui peut être à la fois un cheval, qui peut être un balai, toutes sortes de choses, permet à l'enfant de développer toute cette imagination qui sera tellement, tellement importante au cours de sa vie. Et pendant toute cette période-là d'attention, de chaleur, de protection, l'enfant a besoin d'être guidé. Ça ne veut pas dire qu'on le mène à la baguette, mais ça veut dire que c'est l'adulte qui décide ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, qui lui montre le chemin. Et l'enfant va suivre cet adulte. On arrive à l'âge de 6-7 ans, l'âge
de la maturité scolaire. Et en fait, on peut dire qu'à cet âge-là, tous les organes ont maintenant trouvé leur forme. Et le signe physiologique qui montre que les organes sont prêts, eh bien, ce sont les dents de lait qui tombent. Les dents de lait, elles font partie d'un héritage, mais ce ne sont pas mes propres dents. Et cette partie du corps est tellement minéralisée qu'elle ne peut pas se transformer, donc elle doit être changée. Et les petites dents commencent à bouger, tombent, et les dents individuelles, les dents définitives, arrivent. Et ça, c'est vraiment le signe que l'enfant est prêt. L'enfant est prêt parce que ces forces dont j'ai parlé tout à l'heure, qui constituaient l'organisme de l'enfant, eh bien, maintenant, elles sont libres pour être des forces de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'enfant, il a fait tant d'expériences que maintenant, il peut se représenter les choses sans les voir forcément concrètement. Il peut aussi être capable de faire ressurgir son souvenir quand il en a besoin. Et ça, c'est ce dont on a besoin pour rentrer à l'école, pour écouter ce que le professeur va apporter. Et pour pouvoir apprendre, il faut pouvoir être capable aussi d'être plus calme. Un petit enfant est toujours dans le mouvement et c'est comme ça qu'il se constitue. Mais à l'âge de rentrer à l'école, bien sûr, le mouvement continue, ça ne s'arrête pas comme ça d'un claquement de doigts. Mais on peut penser, parce qu'on n'a plus la tête qui bouge tout le temps. On est capable d'écouter et de commencer véritablement à penser. L'enfant devient plus indépendant et en même temps, il a besoin d'une autorité aimée. Alors le mot autorité, ça fait toujours frémir parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui va donner des ordres comme ça. C'est pas ça. C'est que l'enfant, il a besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un guide. Et s'il a un guide pour lequel il a du respect, qu'il admire, qu'il aime, eh bien, il va faire toutes sortes de choses. Vous avez sûrement déjà vu des enfants qui font un dessin et qui disent « c'est pour toi, est-ce que tu le trouves beau ?» Ils ont tellement besoin de reconnaissance. Et le professeur, dans une école Steiner-Waldorf, eh bien, il va accueillir un groupe d'enfants et il va le garder durant toute la période du primaire. Il va grandir, en quelque sorte, avec lui. Ça lui permettra de connaître les enfants, de leur laisser le temps d'apprendre et également de connaître la famille. Parce que c'est très très important, quand on éduque un enfant, on est plusieurs partenaires. Il y a la famille, il y a les parents et puis il y a les enseignants. Et le lien entre les deux est extrêmement important, puisqu'on sait aussi tous qu'un enfant est très différent quand il est à la maison ou quand il est dans un groupe. Et les parents, comme les professeurs, ils ont besoin de toutes les facettes pour connaître qui est cet enfant et comment l'aider au mieux. L'enseignement se fait par l'image, c'est-à-dire que l'enfant, il a toujours besoin d'un appui concret avant d'arriver à l'abstraction. Il a besoin de comprendre les choses et pour les comprendre, il a besoin de les expérimenter. Il a besoin de faire pour pouvoir abstraire. Et c'est pourquoi, dans les écoles Waldorf, on apprend à écrire avant d'apprendre à lire. Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui est plus concret que la lecture. Et on passe de l'histoire, on raconte une histoire aux enfants, dans laquelle on va entendre la sonorité d'une lettre, par exemple, et peu à peu, l'enfant va dessiner. Je vous donne un exemple. Par exemple, le forgeron forge le fer dans la forge. L'enfant, il entend la sonorité de la lettre F. Et on va dessiner ce feu avec ses flammes. On va prononcer toutes sortes de petits poèmes avec cette sonorité pour que l'enfant vraiment la saisisse, si j'ose dire, avec ses tripes. Et ensuite, peu à peu, de ce dessin, eh bien, va émerger la lettre F. Et l'enfant passe vraiment de ce concret
à cette abstraction de la lettre F. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On touche son sentiment, on touche ses émotions. Et les enfants, vous avez sûrement déjà entendu, ils vous disent « moi j'aime bien le A » ou bien « moi j'aime bien le F ». Ou alors, si j'en fais plusieurs, c'est celui-là que je préfère. L'enfant, il a besoin de se lier avec son cœur aux choses. Et le professeur, son rôle principal, c'est de nourrir les sentiments de l'enfant entre 7 ans et 14 ans. Nourrir les sentiments. Si avant 7 ans, on était dans la nourriture de la volonté, là, on est dans la nourriture du sentiment. Bien sûr, on va continuer de raconter des histoires, mais ce ne seront plus des histoires. Au départ, on démarre avec les contes, mais ensuite, on va arriver vers des histoires qui sont davantage en lien avec la réalité. Comme si l'enfant arrivait du monde spirituel et peu à peu, il va lui falloir toute cette enfance, tout ce temps de l'enfance pour s'incarner petit à petit sur la terre et être véritablement là. Et il n'est pas question de le tirer brutalement dans le froid et dans le matériel, dans le terrestre. Il a besoin de temps pour descendre sur cette terre. Donc on va raconter des légendes, des choses qui ont existé, même si on ne peut pas forcément les dater, mais c'est quelque chose qui a existé, des légendes qui sont souvent liées à des lieux ou alors à des personnes. Des personnes qui ont fait un travail intérieur pour devenir meilleures. Après, l'Église catholique, on a canonisé un certain nombre, mais au départ, ce n'étaient pas des saints. C'était des gens comme vous et moi qui ont fait un travail sur leur vie et qui se sont transformés. Et les enfants, ils aiment beaucoup ces histoires. L'histoire de François d'Assise, par exemple. Ça les touche. Parce que les enfants, eh bien, ils vivent ce que l'humanité a vécu, la grande humanité, dans le développement de sa conscience. La conscience de l'humanité s'est transformée au cours du temps. Et l'enfant, en fait, il traverse ces différentes phases de la conscience. Et le plan pédagogique Waldorf tente de répondre à cela. Parce que chaque enfant, là où il en est, il a des questions profondes. Même s'il ne peut pas les verbaliser, même s'il n'en est pas conscient, il a des questions profondes en lui. Et le fait de raconter des histoires ou d'amener certaines matières, eh bien, on peut répondre par là à ces questionnements profonds de l'enfant. On arrive petit à petit à l'âge des 9 ans. Et vers 9 ans, eh bien, l'enfant vit une crise assez importante parce que, eh bien, tout d'un coup, il réalise qu'il ne fait plus un avec le monde comme jusque-là, mais il s'en détache. Il s'en détache et du coup, il réalise qu'il est seul. Et cette solitude, elle n'est pas facile à accepter pour un enfant. Et c'est souvent une phase qui est accompagnée de cauchemars. L'enfant dormait bien jusque-là. Et maintenant, il se réveille, il a du mal à s'endormir, il n'aime pas l'obscurité. Et il pose des questions qui jusque-là étaient évidentes pour lui. Mais là, il peut aller voir son père ou sa mère et lui dire « Mais dis donc, t'es vraiment mon père, toi ?» Et puis, où est-ce que j'étais avant de naître? Et j'irai où quand je serai mort? Ça, c'est les questions autour de 9 ans, 9-10 ans. Chaque enfant vit ça à un moment différent, mais ce sont les questions qui vivent là. Et là, l'enfant, il a vraiment, vraiment besoin d'être accompagné, même s'il peut avoir des phases un peu compliquées, difficiles, pénibles. Mais il a vraiment, vraiment besoin d'être perçu et qu'on s'occupe de lui. Et
On pourrait dire aussi que dans la pédagogie Waldorf, on appelle cette crise le passage du Rubicon. Pourquoi le passage du Rubicon ? Eh bien parce qu'on fait référence à un fait historique pendant la Rome ancienne, où le Rubicon, qui était une rivière, était une frontière au-delà de laquelle les généraux romains n'avaient pas le droit d'aller pour protéger la ville de Rome. Et César, avec ses troupes, qui veut conquérir Rome, eh bien, il traverse, malgré l'interdiction, il traverse ce fleuve et il sait qu'il prend un risque et il sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Eh bien, l'enfant de 9 ans, il est un peu dans cette situation. C'est-à-dire qu'il quitte sa petite enfance où tout lui était donné. Il ne se posait pas de questions, les choses se faisaient comme ça. Et là, maintenant, il est de l'autre côté et il est en face de quelque chose qui n'est pas encore connu et qui est donc, de ce point de vue-là, inquiétant. On pourrait aussi comparer ce moment à une autre image qui est celle de la chute du paradis. Adam et Ève se promènent dans le paradis, tout est à portée de main. Et un jour, ils sont chassés de ce paradis et ils quittent cet endroit pour se retrouver sur la terre. Et là, il va falloir relever les manches et se mettre à transformer physiquement la terre. Eh bien, l'enfant, il est exactement dans cette situation. L'enfant que vous avez connu à l'école, eh bien, tout d'un coup, il n'ose plus dessiner. C'est moche ce que je fais, c'est nul ce que je fais. J'aime pas ce que je fais. Parce qu'en fait, il est capable maintenant d'imaginer, d'anticiper, de se dire « ça pourrait être comme ci, ça pourrait être comme ça ». Mais je n'y arrive pas. Et il mesure tout l'effort qu'il va devoir faire. Maintenant, il est conscient de l'effort qu'il va devoir faire pour faire les choses. C'est un âge où il est bon d'emmener les enfants à la ferme. Parce que à la ferme, eh bien, on voit tout un processus de vie et faire des choses avec les enfants à la ferme, eh bien, c'est leur permettre de voir que tout a un lien. On laboure la terre avec les enfants, on emmène toute la classe à la ferme. On laboure la terre, on sème le grain, on le regarde pousser. On fait la moisson, on bat le grain, on transforme le grain en farine et on fabrique du pain. Et on partage le pain. Et ça, c'est une expérience absolument inoubliable pour les enfants parce qu'ils savent alors vraiment tout ce processus qui mène à l'être humain qui prend les choses de la nature, qui les transforme pour ses besoins. Et à partir de là, on peut permettre aux enfants aussi de rencontrer les artisans et de voir qu'eux aussi se servent des choses pour les transformer pour les besoins de tout un chacun. Et ça, c'est quelque chose qui rassure l'enfant parce qu'il peut faire des liens et il les vit parce qu'il en fait l'expérience. Mieux que de simplement voir, c'est bien de faire. Donc très souvent, on va rendre des visites chez les artisans, mais après, on fait des choses pour que l'enfant se rende compte que lui aussi, il est capable de faire ces choses-là. Une autre chose qui est très très importante à cet âge-là, c'est d'aider les enfants à construire des cabanes ou des maisons. D'ailleurs, ils le font d'eux-mêmes, mais souvent, ils ont besoin quand même un petit peu de l'aide de l'adulte pour que le toit tienne bien. Et symboliquement, construire une maison, eh bien, c'est construire une enveloppe, construire un abri. Et ça, les enfants, ils en ont besoin à cet âge-là. C'est aussi l'âge où on a besoin de former ses capacités, ses savoir-faire par des exercices, par des répétitions. Parce que c'est ça qui permet aussi d'avoir une confiance en soi et en ses capacités. On poursuit son chemin. On a dépassé 9 ans, 10 ans, et on arrive vers les 11 ans. Pas encore tout à fait dans la puberté, mais on est en tout cas vers la fin de l'enfance. Et les enfants de 11 ans, c'est absolument magique de regarder des enfants de 11 ans jouer dans une cour de récréation. Parce qu'ils sont dans un équilibre physique absolument parfait. Ils sont d'une légèreté incroyable. Ils ne sentent, on pourrait dire, qu'ils ne sentent pas la fatigue.
Et ce sont les muscles qui ont toute la force et qui sont extrêmement, vivaces et qui permettent à ces enfants de jouer et d'évoluer. Et c'est aussi l'âge où on peut vraiment leur montrer toutes ces anciennes mythologies de l'Inde ancienne, la Perse, l'Égypte, et pour arriver à la Grèce. Ce moment où on voit que l'humanité, peu à peu, s'est sédentarisée, a commencé à cultiver, et ensuite on arrive peu à peu, je fais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, jusqu'à la Grèce où naît l'individualité humaine. Et cette harmonie, eh bien, elle va peu à peu se transformer et il y a comme une sorte de chaos qui va s'installer. On passe maintenant vers l'âge des 12 ans. Et là, cette harmonie qu'on pouvait admirer, eh bien, elle se transforme. Et ce qui est étrange, c'est de voir qu'elle se transforme à partir des extrémités. Ce sont les mains, ce sont les pieds qui vont énormément grandir, les os vont commencer à grandir et les muscles vont avoir du mal à suivre. C'est pour ça qu'à cet âge-là, les enfants, ils ont mal dans les membres, ça tire de partout, parce que les muscles essayent de grandir à leur tour pour être aussi longs que les os. Et avec cette transformation des os, eh bien, il y a quelque chose de lourd à nouveau qui s'installe. Et cette légèreté qu'on avait avant, eh bien, elle se perd. Et on a des adolescents qui n'arrivent plus à sortir de leur lit le matin. Et on a des adolescents qui sont assis en classe et qui sont de plus en plus avachis, qui ont des manches longues, une grosse capuche, une mèche devant les yeux. Ils sont fermés pour chantier. Ils se regardent dans la glace, ils ne se reconnaissent plus. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne s'aiment plus. Parfois, ils grossissent aussi un petit peu. Ils sont gauches, ils renversent les choses sur leur passage. Et puis si en plus on les gronde, alors là, c'est de pire en pire. Ils ferment la porte de leur chambre, ils mettent un écriteau « Interdiction d'entrer ». Ils ont besoin qu'on leur fiche la paix et en même temps, ils ont drôlement besoin qu'on s'occupe d'eux. C'est comme s'ils étaient en train de vivre une deuxième crise. Et donc on a ce changement physique très important. Au niveau physiologique, eh bien, il y a aussi beaucoup de transformations avec la maturité sexuelle qui arrive, d'abord les caractères sexuels secondaires et puis ensuite les organes sexuels. Et une autre chose qui est très très importante à cet âge-là, c'est que les poumons grandissent énormément. C'est-à-dire que dans cette phase entre 12 ans et 15 ans, eh bien, les enfants, enfin les adolescents, vont avoir une capacité de prendre beaucoup plus d'air qu'avant. Chez les garçons de 15 ans, il s'agit de 50% de plus de masse d'air qu'ils peuvent absorber et donc rendre. Chez les filles, c'est 41%, mais c'est déjà beaucoup. Et en même temps, il y a un nouveau rythme qui s'installe dans la respiration et le rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'on passe de 5 battements de pouls pour une respiration à 4 battements de pouls pour une respiration. Ça veut dire que la respiration devient plus lente et plus profonde. Rappelez-vous le petit enfant qui a peur de quelque chose. Respire comme ça. Et puis vous mettez votre main sur son cœur et vous sentez vraiment que l'enfant, il a besoin de retrouver son calme. Là, il y a quelque chose de différent qui s'installe, une amplitude. Il est capable de prendre le monde et de le rendre. Et ça veut dire qu'il est capable aussi de vivre des émotions, d'être dans des passions, d'être exalté,
d'avoir des idéaux immenses, et en même temps, le lendemain ou 2 heures après, il est au 36e dessous, et vous ne savez plus comment faire pour le tirer de cet abîme. En fait, on pourrait dire aussi, on pourrait comparer aussi ce moment-là avec un moment historique qui est à la Renaissance, lorsque les grands navigateurs ont quitté les côtes pour aller découvrir d'autres continents. Et on se souvient aussi que les navigateurs sur des grandes frégates, eh bien parfois, ils étaient révoltés parce qu'ils se retrouvaient en plein milieu de la mer et voyaient autour d'eux que de l'eau. Et ils se disaient, derrière cet horizon, il y a l'abîme. Et si on continue de s'éloigner des côtes, on va tomber dans le néant. Et en fait, l'adolescent, entre 12 ans et 15 ans, il est dans cette situation. Il a envie d'aller découvrir autre chose, mais il a besoin d'un port d'attache. Et c'est nous, les adultes, leur port d'attache. Et il a besoin de faire ces nouvelles expériences, mais il a besoin aussi, que l'on arrive à équilibrer à la fois son intériorité, sa nouvelle découverte de l'intériorité, et aussi son envie d'aller découvrir le monde. Parce que sinon, il y a 2 risques. Soit il se replie sur lui-même, il y a toutes sortes d'exemples qu'on peut donner. Tous ces ados qui sont complètement addicts aux écrans, qui sont dans leur chambre, qui ne voient plus le jour, qui oublient de manger, qui oublient leurs besoins les plus élémentaires et qui peuvent mourir. Ou alors ces ados qui sont uniquement dans l'extérieur et qui veulent tenter toutes sortes de choses plus ou moins dangereuses, plus ou moins faciles. Et puis cet idéal en même temps qui vit à l'intérieur et qu'il faut soutenir, montrer aux adolescents qu'il y a eu des hommes et des femmes très importants dans le monde, leur raconter des biographies, leur montrer qui sont ces gens à un âge où eux-mêmes se cherchent et ne savent pas vraiment dans quelle voie ils vont aller, ils vont se diriger. On pourrait dire que là, avec cette nouvelle expérience de la pesanteur, il y a une nouvelle maturité terrestre qui s'installe. Et on sait aussi, pour revenir sur quelque chose de physiologique, on sait aussi que c'est à ce moment-là que le cœur prend sa forme individuelle. Donc si un jour vous avez l'occasion de regarder des radiographies de cœur, vous verrez que personne n'a le même cœur. Chacun a son propre cœur. C'est le moment où aussi on peut vivre l'amour. On peut vivre des passions, mais on peut vivre aussi l'amour pour l'autre. Et ça, c'était pas possible avant, véritablement, sous une autre forme, bien sûr. L'amour d'un petit, c'est pas la même chose que l'amour d'un adolescent. Et ça, c'est quelque chose qui peut vivre aussi avec cette nouvelle dimension physiologique. Et donc, face à ces risques vers des dépendances ou toutes sortes de choses comme ça, eh bien, l'adulte, le parent comme l'éducateur, doit proposer aussi des activités aux adolescents qui leur permettent de trouver une responsabilité, de faire des choses avec les autres, de voir qu'on peut avoir un but commun. Et ce but commun, eh bien, il est important de montrer qu'il a un sens. Parce que comme on a soutenu le développement de la volonté dans la petite enfance, comme on a soutenu le développement du sentiment dans l'âge moyen, et bien là maintenant on va soutenir toute cette dimension de la pensée, du jugement libre. Et c'est l'âge où on commence vraiment à comprendre, entre 12 ans et 15 ans, on commence vraiment à comprendre la notion de cause à effet. Et cette notion de cause à effet, eh bien, elle peut mener jusqu'au jugement libre. C'est-à-dire, je ne suis pas le jugement des autres, mais j'ai le mien qui est fondé sur ma propre expérience en lien avec les autres. Et le fait de faire ça en lien avec les autres, eh bien, je peux trouver aussi
mon objectivité à partir de ma subjectivité. Donc je disais des activités qui encouragent l'indépendance, la responsabilité. Dans les écoles Steiner-Waldorf, on propose aux enfants de 15 ans de faire un stage forestier pendant 15 jours avec toute la classe et de défricher une partie de la forêt, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, les adolescents qui ont ce corps lourd, en même temps, ils ont des forces. Mais ces forces, il faut les mettre à l'œuvre pour que vraiment l'adolescent se rende compte qu'il est capable de faire quelque chose de positif avec cette force-là. Et quelque chose qui lui paraissait impossible, eh bien c'est possible parce que je le fais avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment donner des forces. Un autre stage qui peut être proposé l'année d'après, c'est un stage agricole individuel. Donc les enfants partent 15 jours dans une ferme et ils travaillent avec les fermiers. Et souvent, les adolescents rentrent dans des discussions très profondes avec ces fermiers pour pouvoir aussi se poser la question, toute cette question qui est tellement importante aujourd'hui de l'écologie et qui montre aussi que on peut admirer la nature, mais au fond, il faut aussi faire quelque chose pour elle. On ne peut pas être juste passif vis-à-vis de la nature. Il faut qu'on investisse cette nature si on veut pouvoir l'admirer. Et puis, on arrive vers cette dernière phase de la scolarité. Il me reste combien de temps là ? D'accord. À cette dernière phase de la scolarité, 15-18 ans. Alors aujourd'hui, on sait que la majorité, c'est 18 ans, mais très longtemps, on a dit que c'était 21 ans. Et c'est pas pour rien, parce que quand on a 18 ans, en fait, on est encore un gros bébé. En tout cas, pendant cette dernière phase, eh bien, ce qui est important aussi, c'est vraiment de faire une recherche sur qui suis-je, au fond. Qui suis-je et qu'est-ce que j'ai à faire ici sur cette terre ? Et bien sûr, les stages dont j'ai parlé peuvent être poursuivis pour permettre aux élèves de vivre cela. Donc, on propose aux élèves de 16 ans un stage industriel. Alors, ça fait sourire parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des stages industriels puisque la plupart de l'activité se fait dans le tertiaire où on voit pas grand-chose du déroulement d'une activité. C'est assez virtuel, c'est assez abstrait. Mais on peut proposer aux élèves d'aller chez un artisan justement et de voir comment professionnellement l'artisan transforme les choses, comme je dis aussi tout à l'heure. Et puis, dans la dernière année, on propose aux élèves un stage social. C'est-à-dire que l'élève, maintenant, il est capable de faire des choses pour les autres. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai pris, on m'a donné beaucoup de choses, et maintenant, c'est à moi de rendre ça. Donc, on propose aux élèves de partir aussi 15 jours dans toutes sortes d'institutions, pour le handicap, pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour les aveugles, pour les SDF, toutes sortes de choses où l'adolescent rentre en contact avec ce monde où c'est lui, cette fois-ci, qui prend la responsabilité d'entourer et de donner. Et là, il se rend compte qu'il en est capable. Parce que la difficulté aujourd'hui pour les adolescents dans ce monde tellement complexe et tellement anxiogène, c'est de se dire, mais en fait, elle est où ma place ? Et d'avoir tellement peur que de vouloir plutôt se recroqueviller ou d'oublier qu'on a quelque chose à y faire. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pendant cette adolescence, on parle aussi de l'âge ingrat, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on attend un retour. On a tellement donné qu'on attend aussi du retour, mais ce retour, il vient pas forcément. Parce que, en fait, l'adolescent, pour se trouver lui-même, il a besoin de se détacher de l'âge adulte. Des adultes, je veux dire. C'est-à-dire qu'il va rentrer en confrontation avec les adultes, faire sa crise d'adolescence. C'est pas de la méchanceté. Il vous en veut pas personnellement. C'est simplement qu'il veut savoir qui vous êtes. Qui est-ce qui est en face de moi ?
Et c'est le test du nouveau professeur. Ça, c'est difficile. Mais en fait, une fois qu'ils vous ont rencontré et qu'ils savent vraiment qui vous êtes, eh bien, ils vous respectent aussi. Et en fait, ce n'est plus la personne qui fait autorité, c'est la matière qu'on enseigne qui fait autorité. Et quand on imagine cet adolescent avec sa capuche noire et ses manches baissées, et qui est là, un petit peu distant comme ça, en disant vas-y, montre-moi qui tu es et dis-moi ce que tu sais faire, eh bien, c'est ma parole, c'est ce que je vais leur apporter dans l'enseignement, qui doit permettre que les élèves vont se redresser et enlever leur capuche pour écouter mieux. C'est un retournement, en fait, qui doit s'opérer à cet âge-là. Toute la scolarité Waldorf privilégie les matières artistiques et manuelles au même titre que les matières intellectuelles, parce que ce n'est que dans la rencontre avec la matière que je peux apprendre aussi qui je suis véritablement. Et toute cette dimension de la créativité dans les matières artistiques, c'est aussi quelque chose qui me permet de me relier au spirituel dans le monde. Comment je peux transformer les choses et comment je peux, de mon imagination, apporter et rendre visible ce qui vit à l'intérieur de moi. Lorsque l'enfant et l'adolescent ont vécu dans un environnement sain, qui leur a permis de vivre toutes sortes d'expériences, riches et multiples, eh bien, il peut avoir des chances de trouver sa place dans le monde. Aujourd'hui, très souvent, ce qu'on propose aux enfants, c'est quelque chose qui est froid, qui est abstrait et qui sont des techniques de savoir-faire. Et en fait, l'âme, elle est frustrée. Et du coup, c'est pour ça qu'elle tombe malade ou qu'elle cherche autre chose, qu'elle cherche une dépendance à quelque chose. Mais si on arrive à nourrir à l'intérieur, l'intériorité d'un être, eh bien, on peut se dire qu'il va trouver sa voie, même s'il passe par des moments de crise, parce que c'est ça aussi qui fait avancer, mais il les dépasse. Et c'est ça qui est important. Il a développé à l'intérieur de lui un moi qui est suffisamment fort pour aller dans ce monde. Et l'être humain, c'est l'être vivant qui a la plus longue enfance. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas du tout prédéterminé au départ, contrairement à l'animal qui se distingue peu de son confrère. L'animal, il est prédéterminé pour une espèce, alors que l'être humain, il n'a aucune prédétermination au départ, et donc il a toutes les potentialités. Et toutes ces potentialités, elles peuvent se développer dans un environnement où on peut proposer cet éventail si large d'expériences. Et dans cette dernière année de la scolarité, on propose à l'élève de faire un travail de fin d'études. Il va choisir un sujet qui lui tient à cœur et il va être travaillé pendant toute l'année pour pouvoir à la fin le présenter devant la communauté des parents et de l'école. Il sera accompagné pendant toute cette année par un professeur et par un parrain ou une marraine technique et il va pouvoir donc mener à bien son projet et partir cette fois-ci d'une idée pour arriver vers quelque chose de concret. Donc en fait on a retourné ce point de départ où on était parti du concret pour aller vers l'abstraction et là c'est le chemin inverse qui se passe. Et très souvent c'est un moment très fort où l'enfant l'adolescent peut découvrir sa voie, c'est-à-dire ce qu'il est venu faire sur cette terre et dans quelle direction il a envie de se diriger. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.